Bonsoir à tous et à toutes. Euh, Bienvenue dans cette visioconférence. Ça doit être la troisième de l'année organisée par la LPO Bourgogne-Franche-Comté. Cette visioconférence est animée ce soir par Alice Tinet, qui est adhérente bénévole de l'association et membre du groupe jeune de l'association de la LPO Bourgogne-Franche-Comté. Donc elle va nous faire partager tout plein de petites anecdotes et des petits secrets que les oiseaux essayaient tant bien que mal d'essayer de cacher. Mais voilà, beaucoup de choses ont fini par être observées par beaucoup d'ornithologues et vont en découvrir beaucoup ce soir. Alors, vous connaissez un peu les règles des visioconférences habituelles, hein. On essaie de couper les micros et les caméras. Je vais couper la mienne juste après. On va laisser juste celle d'Alice, comme ça on puisse la voir quand même nous présenter sa conférence. Alors, vous avez bien sûr la possibilité de poser des questions, mais via le chat de conversation. Donc, je vérifierai s'il y a des questions régulièrement et on pourra les poser directement à Alice pendant la conférence, sachant qu'on aura aussi un temps tout à la fin pour des questions, pour des échanges. Voilà. Donc, cette conférence durera un petit peu moins à peu près 1 heure et puis on aura un petit peu de temps pour les questions tout à la fin. Je précise également que cette visioconférence est filmée. Elle sera donc enregistrée et mise sur la chaîne YouTube de la LPO France. On fera un petit partage et on la mettra sur l'agenda en ligne de la LPO Bourgogne-Franche-Comté sur notre site internet. Et on fera pour les adhérents, en tout cas, un petit lien pour vous indiquer lorsqu'elle sera disponible. Donc je précise qu'il s'agit uniquement de la vidéo qui sera filmée. Donc n'apparaîtront pas les participants ni le forum de discussion. Voilà, donc pour garder quand même un peu d'anonymat. Voilà, donc on va commencer. Et donc, bonsoir Alice. Bonsoir. Voilà, donc tu as beaucoup de choses à nous indiquer, je crois. Donc, Oui. on t'écoute. On est ravis de t'écouter. Donc, alors, que je retourne moi sur mon diapo. Voilà. Donc, bonsoir à tous. Ce soir, j'ai prévu donc de vous raconter des petites anecdotes qu'on n'est pas forcément au courant à propos des oiseaux que on voit assez souvent et même pour certains quasiment tous les jours. Et on se rend compte que finalement, on les connaît très peu malgré de les voir très souvent. D'abord, pour commencer, donc, on peut se poser la question quand on est un oiseau de comment faire pour manger une noix qui a quand même une coquille qui est assez compacte, quand on n'a pas de casse-noix, qu'on n'a pas d'outils. Les corvidés ont une très très bonne réponse à ça, très astucieuse, surtout au Japon, d'où on a pu observer. Donc, je vous laisse regarder la vidéo. Cette corneille qui a posé donc une noix sur la route, qui choisit quand même assez bien l'emplacement où elle veut la poser. Puis elle a plus qu'à attendre quelques instants. Paf, voilà. Donc une voiture a roulé dessus et la corneille n'a plus qu'à venir récupérer les morceaux de noix qui a été ouverte par la voiture finalement. Donc plutôt astucieux pour récupérer ces noix. On peut aussi voir ça chez nous avec les corneilles qui vont lâcher les noix au-dessus d'espaces durs comme une terrasse par exemple. Moi j'ai ça sur la terrasse de mes parents et elle est recouverte de coquilles de noix cassées. Les corneilles s'amusent à les lâcher au-dessus. Le choc fait que la noix se casse en deux. Elles n'ont plus qu'à récupérer le cerneau à l'intérieur. Donc les corvidés sont connus pour être les oiseaux dits les plus intelligents, avec nos critères d'intelligence que l'on entend et que l'on quantifie chez les animaux. Par exemple, la pie a été la seule oiseau à réussir le test du miroir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le test du miroir consiste à mettre, donc on le voit sur la photo de la pie en haut à droite, à mettre une petite pastille colorée sur l'animal à un endroit que l'animal ne peut pas retirer de lui-même sans faire exprès. Et on le met face à un miroir et en fait on voit si l'animal réagit à cette couleur qui apparaît sur lui qui ne devrait pas être là normalement. Et la grande majorité des animaux n'y réagissent pas.
Les chimpanzés, les gorilles y réagissent, les dauphins et les cochons aussi. Et l'api est le seul oiseau pour l'instant à avoir réagi face à cette pastille, à avoir essayé de la retirer en se regardant dans le miroir, en vraiment essayant de trouver un angle pour atteindre cette petite pastille colorée. Donc on en déduit qu'elles sont capables de projeter enfin de comprendre que le miroir est le reflet d'eux-mêmes et donc de pouvoir gérer ça. C'est aussi des animaux qui sont capables d'utiliser des outils et d'en fabriquer aussi. Et ça, il y a finalement assez peu d'animaux qui en sont capables. Les chimpanzés, les gorilles en sont capables et la majorité des grands primates en sont capables, mais chez les oiseaux, il y en a très peu. Il va y avoir quelques perroquets, mais chez les corvidés, c'est assez commun. Et donc, je vous ai mis une petite vidéo d'un corvidé dont je ne me souviens plus le nom, dans un pays, je crois que c'est en Asie, qui du coup est capable d'utiliser, on le voit, une brindille pour retirer des petits morceaux de nourriture qui ont été cachés dans le tronc. Ou alors le choucas des tours qui est capable de tirer voilà, cette petite cordelette pour atteindre les cacahuètes sans aucun souci. Voilà. Donc, pour passer à une autre petite anecdote, on peut se demander, pour les petits passereaux de chez nous, comme la mésange charbonnière, qu'est-ce qu'elles peuvent bien trouver en hiver pour manger quelque chose de bien nutritif, quelque chose qui va leur donner beaucoup d'énergie pour survivre aux hivers froids et rudes. On peut avoir une réponse assez inattendue et assez violente. Donc là, on voit sur cette vidéo une mésange qui attaque je crois que c'est une linotte ou un ciserin, ça doit être un ciserin, qui attaque le ciserin et qui va le tuer. Donc on la voit, voilà, qui est en train de mettre à mort le ciserin. Et qui en fait, après, va picorer sa tête. Désolée pour les détails pas très ragoûtants. Va picorer sa tête en fait pour se nourrir de son cerveau. Parce que ouais, la vidéo, je la pensais pas aussi longue. Voilà. Donc là, vous voyez, elle est en train de déplumer. Et elle va accéder donc ensuite à ce qui l'intéresse. Voilà. Donc, on peut voir qu'elle est réellement, enfin, elle est réellement en train de prédater ce petit ciserin. Et donc en fait, c'est quelque chose qui a été observé plusieurs fois dans le nord de l'Europe, où les hivers sont vraiment très rudes et où il y a vraiment très très peu de nourriture et pas de graines disponibles ni d'insectes. Alors là, on voit des graines parce que les gens ont lancé des graines de tournesol, ce qui a attiré les ciserins. Mais dans les conditions naturelles, les hivers sont tellement froids que les graines ne sont plus accessibles et les insectes sont tous morts ou partis très loin. Donc pour survivre, les mésanges charbonnières, enfin ces mésanges charbonnières, ont trouvé une petite solution un peu originale, c'est de se nourrir du coup du cerveau de certains passereaux et de certains chiroptères. Donc on voit sur la photo en bas à gauche, parce que le cerveau a une source importante d'énergie en fait. C'est un condensé d'énergie pour elles. Donc ça leur fait leur réserve pour un petit moment. Et donc il y a certains groupes de mésanges qui se sont vraiment spécialisés dans la chasse aux chiroptères, aux chauves-souris. Parce que il a été d'observer et donc d'étudier. Ils ont mis des champs de chiroptères à l'entrée de certaines grottes en Pologne. Et en fait, au moment où ils mettaient ces champs, les mésanges rappliquaient immédiatement pour venir chasser les chiroptères. Et quand il n'y avait pas les champs, les mésanges ne venaient pas. Donc elles sont à la recherche de cette source de nourriture.
Après, on a aussi d'autres exemples dans d'autres pays de prédation un peu inattendue, voire très inattendue, qui, elles, ne sont par contre aucun rapport avec des conditions rudes et des manques de nourriture. Ce sont juste des comportements erratiques qui peuvent arriver comme ça, comme par exemple en Russie, où on a observé certains pélicans qui se nourrissaient de pigeons. Voilà, donc qui gobaient les pigeons dans les parcs et qui, apparemment, ça n'a pas l'air très simple de finir de le manger. Ça a l'air d'être assez récalcitrant, un pigeon. Mais voilà, donc ça arrive en Russie et ça arrive aussi en France, où on a du coup les silures, c'est proche d'Albi que ça a été observé, des silures qui se jettent sur les pigeons, comme on voit là, voilà, et qui vont manger les pigeons sur le bord des rivières. Alors au final, ça ressemble assez au comportement que peut avoir un orque quand il se jette sur la plage pour attraper les phoques. Mais ben, c'est pas le comportement de chasse habituel du silure qui est plutôt à aspirer des grandes quantités d'eau pour gober ce qu'il a devant lui comme proie, et qui peuvent être d'autres oiseaux comme des petits poussins ou des petits canards qui flottent sur l'eau. Mais aller sur la berge pour aller attraper des oiseaux, c'est vraiment pas le comportement habituel des silures, quoi. Donc, je peux aussi voilà, vous poser une nouvelle petite question. Je ne sais pas si vous voyez ou connaissez la différence entre un jet des chênes et puis les forestiers de l'ONF, par exemple. Je vais vous donner une réponse. Donc, il n'y en a aucune en fait, il n'y a aucune différence. Ils participent tous les deux activement à la reforestation des forêts, puisque le jet des chênes cache ses glands individuellement et bien enfouis dans la terre sous plusieurs centimètres. Et qu'il les oublie, parce qu'il en cache tellement qu'il ne se rappelle pas de toutes ces caches. Et donc, on a estimé qu'un jet des chênes pouvait planter 4600 glands par an à peu près. Donc, en fait, on a pu reconnaître aisément les glands qui étaient plantés par les jets, parce que quand ils l'enfoncent dans la terre, ils utilisent leur bec, et ça fait vraiment une petite entaille triangulaire qui est très, très reconnaissable et qui est vraiment caractéristique des glands que le jet a pu planter. Donc, quand même, 4500 glands par an pour un jet, c'est un bon score de reforestation. Et selon une étude, il a été montré que c'était à peu près 59% de la régénération naturelle d'une forêt en chêne qui était engendrée par cette cache des glands par le jet des chênes. Mais le jet n'est pas la seule espèce à cacher et à aider à la reforestation. En fait, à peu près toutes les espèces qui vont se nourrir de graines participent à ça parce qu'elles vont cacher leur nourriture, leurs réserves, vont les cacher à pas mal d'endroits et ne se souviendront jamais de toutes leurs caches. Et donc, en fait, certaines vont pouvoir germer, comme avec les écureuils, les tamiates ibériques qui, certes, sont pas de chez nous, mais enfin, on peut en trouver en forêt de Fontainebleau. Et puis le casse-noix moucheté qui, lui, est carrément en quasi-symbiose avec une espèce de pin, puisque il est le seul à se nourrir de ces graines. On peut aussi trouver des espèces de graines qui ne vont germer qu'après avoir été ingérées et digérées par certaines espèces. Donc elles ont vraiment besoin d'avoir leur coque attaquée par les acides qui sont contenus dans le tube stomacal et qui sont utilisés lors de la digestion. Et c'est pour ça, en fait, vous pouvez retrouver au pied des poteaux et des piquets pas mal de pousses de jeunes arbres et de plantes. Parce qu'en fait, les oiseaux vont venir se poser sur les piquets et vont déféquer sur ces piquets. Et donc, en fait, les graines digérées vont tomber au pied de ces piquets et vont pouvoir pousser allègrement. Donc, je vais vous laisser regarder cette petite vidéo à propos d'une petite famille de harlebièvres. Et on peut bien se demander ce qui se passe.
Donc là, on voit la femelle qui a sauté. Et ensuite, voilà, on voit tous les poussins qui sautent les uns après les autres du trou et qui tombent à même le sol après une chute de plusieurs mètres. Pas de panique, ils vont tous bien, on le voit. Donc à ce fait, ils ont suivi leur mère et on les retrouve sur le cours d'eau. Alors, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous peuvent avoir une idée de pourquoi il y a ce comportement. Alors, Parce que peut-être ils ne savent pas voler. alors oui, il y a ça. Hop, Mhm. il y a de ça, mais pas que. En fait, là, je vais vous un petit indice, ils viennent à peine de naître. En fait, le harle-bièvre fait partie des espèces dites nidifuges. Donc en fait, les poussins ne restent pas dans le nid. Une fois nés, ils sortent du nid, ils s'en vont comme la plupart des canards. Et les harles vont pondre leurs œufs, vont faire leur nid dans des cavités en hauteur pour pouvoir éviter les attaques de prédateurs. Donc là, c'est dans un arbre, mais ça peut être dans des falaises, vraiment dans des endroits assez escarpés et où les chats et les autres et les mustélidés ne peuvent pas accéder. Et une fois les poussins nés, la femelle la femelle et le mâle vont s'en aller du nid et enfin la femelle surtout va appeler les poussins pour les faire sortir du nid. Et donc le seul moyen pour eux, puisqu'ils ne volent pas encore, ben, ça va être de sauter dans le vide. Et le taux de survie est très fort parce qu'ils atterrissent sur le ventre en fait. Donc comme ils viennent de naître, les os sont encore très mous, tout est encore très mou. Donc en fait, en atterrissant sur le ventre, juste, ils rebondissent. Voilà. Donc ça peut être impressionnant, mais c'est tout à fait normal. Et après, ils vont suivre leur mère et leur mère va leur montrer comment se nourrir. Mais en aucun cas, ça va être elle qui va les nourrir en fait. Et donc nous, on a ça chez nous avec par exemple le harle-bièvre. Mais plus au nord, beaucoup plus au nord, il y a le cas d'une espèce qui est quand même encore plus impressionnant, le cas de la bernache nonnette. Donc je vais vous laisser voir une vidéo. Donc c'est le même principe. C'est une espèce diffuse. Une fois les poussins nés, les poussins sautent du nid pour rejoindre les parents au sol. Alors oui, évidemment, avec une chute qui peut être de à peu près 150 mètres pour les bernaches nonnettes. Euh, Tous les poussins ne survivent pas. Donc ils se jettent pareil en avant pour atterrir le plus possible sur le ventre. Et on voit là, comme la falaise n'est pas droite, ils rebondissent de rocher en rocher. Mais vraiment, c'est le moyen qu'ils ont trouvé pour se protéger des prédateurs, des renards là-bas. Et donc finalement, avec cette technique de saut dans le vide, ils ont un meilleur taux de survie que s'ils avaient un nid au sol ou dans des cavités assez peu hautes où les prédateurs pourraient accéder.
Alors, à votre avis, est-ce que les oiseaux sont adeptes de l'aromathérapie? En fait, oui. Contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, les oiseaux ont un odorat développé et ils sont capables de reconnaître des senteurs comme la lavande, la menthe ou l'immortelle qui vont contenir du camphre et de l'eucalyptol, qui sont des antiparasitaires et des antifongiques très très forts. Ça a été assez, surtout en Corse, c'est assez courant que les mésanges bleus utilisent de la menthe ou de l'immortelle là-bas euh, pour, euh, pour tapisser leur nid et ainsi éviter les invasions de tiques, de puces ou les champignons qui pourraient pousser à cause de l'humidité. Donc ça va favoriser une meilleure croissance des poussins puisqu'ils ne vont pas être attaqués par les puces ou les tiques. Et puis un meilleur survie de l'ensemble de leurs poussins. Voilà. Mais il n'y a pas que les mésanges qui vont faire ça. Au Mexique aussi, ils ont découvert que le moineau domestique et le roselin familier utilisent des mégots pour la construction de leur nid, en fait. Donc, ils ont cherché à voir pourquoi des oiseaux utilisaient quelque chose d'aussi nocif et aussi mauvais pour construire leur nid et les mettre à même la peau de leurs poussins. Et en fait, la nicotine a un fort effet antiparasitaire. Donc, pour la même utilisation finalement que la menthe et l'immortelle, ils vont tapisser le nid avec la nicotine, enfin avec les mégots, pour éviter les parasites. Et en plus, la cellulose qui est contenue dans les mégots euh, fournit un très bon isolant thermique. Par contre, le comportement n'existe pas depuis encore assez longtemps. Il n'y a pas encore eu d'études pour voir s'il y avait un effet négatif de toutes les toxines qui sont accumulées dans les mégots sur le développement des poussins. Donc ça, on ne sait pas encore. C'est quelque chose que je suis assez curieuse de connaître. Voilà, est-ce que le gain antiparasitaire et thermique va être supérieur au coût que peut engendrer les toxines qui sont présentes, qui sont accumulées dans les mégots? Ça, c'est encore une question qui reste à découvrir. Alors, on peut parler maintenant du cas de la mésange à longue queue, qu'on voit souvent en hiver en groupe dans nos jardins. J'ai dit famille très unie parce que en fait, c'est la seule espèce chez nous dans nos contrées qui pratique la reproduction dite coopérative. Donc, les jeunes de l'année précédente vont aider leurs parents à élever les jeunes de l'année en cours. Donc, dans un premier temps, les jeunes de l'année précédente vont essayer de nicher par eux-mêmes, mais la reproduction des mésanges à longue queue est assez compliquée parce qu'elles doivent construire leur nid, qui est un nid assez compliqué, puisqu'elles construisent une boule de lichen qui doit être tressée, tissée, très serrée, et qu'ensuite elles le tapissent et remplissent avec de la mousse et des plumes, des poils, de la laine, tout ce qui peut être doux et isolant. Donc comme c'est quelque chose qui est assez compliqué, en général, les jeunes de l'année échouent leur première tentative de reproduction. Mais au lieu de juste vaquer à leur occupation et puis de se nourrir pour prendre des forces pour l'hiver, en fait, elles retournent vers leurs parents. Et puis, elles vont en fait aider au nourrissage des jeunes de l'année en cours. Et donc, il y a eu des études et on a montré que les jeunes répondaient favorablement à des cris qui provenaient d'individus qui leur étaient apparentés. Et ça induisait vraiment un comportement de nourrissage chez elles qui était instinctif. Donc en fait, c'est vraiment, elles ont qu'à se rapprocher du territoire de leurs parents pour entendre les cris de leurs frères et sœurs et elles ont instinctivement
ce réflexe de nourrissage, et c'est en faisant ça qu'elles apprennent à réussir leur reproduction. Et l'année d'après, elles font leur reproduction à elles, et elles ont une meilleure réussite, et ainsi de suite. Donc chez nous, elles font ça en noyau familial, mais chez certaines espèces comme le républicain social en Afrique, ça peut être sur des colonies bien plus importantes, qui peuvent aller jusqu'à 500 oiseaux. Donc là, sur la photo en bas à gauche, on voit un nid de tisserins, de républicains, pardon. C'est vraiment des nids compacts et qui peuvent peser plusieurs tonnes, et où vraiment chaque nid est vraiment accolé à l'autre. Ils sont vraiment très très proches. Ces espèces-là peuvent faire 4 nichés par saison, et il y a souvent des nichées orphelines qui apparaissent. Et du coup, les parents vont aider les nichées orphelines, vont nourrir les poussins de nichées orphelines pour augmenter la survie des poussins. Donc, je vais vous laisser voir cette vidéo, et puis vous me direz si vous avez une idée de pourquoi les gangas, donc cette espèce d'oiseau, fait ce mouvement dans l'eau. Si quelqu'un a une idée. Alors, il y a Anne qui se demande si c'est pour se laver ou peut-être pour préparer son nid. Alors non, 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 c'est pas pour se laver ni pour préparer un nid. Il y a Margot qui se demande si elle aime bien prendre un bain. Donc, ouais, ça apparaît la même chose. Voilà, Et il y non, a peut-être qu'elles Pauline qui est en aiment, hein, train mais d'écrire quelque chose. pardon? Il y a encore Pauline qui est en train d'écrire quelque chose. D'accord. J'ai l'impression que ça a l'air d'être très long. Ah, pour faire rentrer de l'eau entre les plumes, pour des réserves d'eau, par exemple. Oui, mais une idée de à quoi pourraient servir ces réserves d'eau? Pauline, Mais c'est bien ça, c'est pour faire des réserves d'eau. bravo. Et Anne qui a pris des devants, je crois, elle indique que c'est probablement pour nourrir ses bébés, volets jeunes, comme dit C'est Pauline. ça, alors c'est pas pour Bravo. les nourrir, c'est pour les hydrater. Parce que c'est des espèces qui vont nicher dans dans des contrées qui sont très sèches, très chaudes. Et donc, en fait, ils ont trouvé quelque chose d'assez original pour amener de l'eau à leurs poussins. Donc, je vous laisse regarder la vidéo. Donc là, l'oiseau, le parent vient se coller à ses poussins. Et les poussins, en fait, vont boire l'eau qui est contenue dans les plumes, qui est contenue entre les plumes, pour pouvoir s'hydrater. Donc en fait, là, les gangas, ils ont une adaptation, une particularité structurelle de leurs plumes. Les barbules sont vraiment très très développées. Et donc quand elles vont se secouer dans l'eau, ça va permettre à l'eau d'être stockée entre les plumes. Et ils peuvent stocker entre 25 et 40 millilitres d'eau. Donc quand même, pour leur taille, je pense que ça doit avoir la taille d'une perdrix, je crois. Donc c'est quand même une belle quantité d'eau, et donc ils vont ensuite aller retrouver leurs poussins. Les poussins vont pouvoir boire, et puis ils vont faire comme ça des allers-retours pour que leurs poussins ne se déshydratent pas. Donc là, l'idée, c'était pour vous d'essayer de reconnaître l'oiseau qu'on entend, qui chante. Je peux le refaire écouter.
Ouais. Il y a Étienne qui propose un loriot. Pas loin. Alors oui, on entend un loriot. Enfin, on entend ce qui ressemble à un loriot. Et bon, comme les deux sont en même temps, l'autre on l'entend un petit peu moins bien et je pense qu'on ne pourra pas le reconnaître. Ok, bah du coup tu peux passer à la diapo suivante. Et là, donc on entend toujours ce loriot, mais en fait, celui qui chante le chant du loriot, c'est les tourneaux. Les tourneaux, en fait, c'est un oiseau qui va imiter le chant des autres oiseaux. Le fourbe. Ouais. Du coup, bah, tu peux passer à la diapo suivante, le pourquoi. Il y a un petit décalage toujours de Ouais, ouais. présentation. Donc, on peut se demander pourquoi il s'acharne, enfin pourquoi il perd ce qu'on pourrait prendre pour la perte de temps à imiter le chant d'autres oiseaux, puisqu'il ne veut pas se reproduire avec un loriot ni avec un pic-vert qui est la vidéo, la première vidéo. Mais en fait, c'est pour séduire les femelles. Chez les étourneaux et un certain nombre d'espèces, le fait pour un mâle d'imiter à la perfection ou vraiment au plus possible rapprochant le chant d'autres oiseaux plaît énormément aux femelles et c'est ça qui va les attirer et c'est ça qui va faire qu'ils vont être choisis. Donc, comme je disais, c'est pas la seule espèce à le faire. C'est celle qu'on connaît nous chez nous qui est la plus courante et où, à mon avis, on s'est déjà tous fait avoir en étant en forêt et en entendant un loriot en plein hiver. Alors que bon, ils ne sont pas présents. Bah, c'est les étourneaux qui nous font des petites blagues. Et chez nous, on a d'autres espèces qui vont avoir des capacités d'imitation, comme par exemple la rousserolle verderolle, qui va savoir imiter un certain nombre de chants. Et le plus connu dans le monde, c'est l'oiseau lyre, qui a vraiment une faculté d'imitation qui est très impressionnante et qui ne se limite pas aux imitations de chants d'oiseaux, bien qu'au contraire. Il s'est spécialisé dans l'imitation d'objets humains. Donc je vais vous laisser regarder la vidéo qui suit. Vincent, si tu peux passer la... Even the original is fooled. On est censé voir une vidéo qui bouge. Ouais, normalement, il y a une vidéo là, avec du son. Different species. Non, t'as pas? Ah, si. He also, in his attempt to outsing his rivals, incorporates other sounds that he hears in the forest. That was a camera shutter. Donc là, il a imité le son d'un appareil photo. And Encore again. une fois. And now a camera with a motor drive. Et là, il a fait avec une caméra qui a un moteur. Une alarme de voiture. And now the sounds of foresters and their chainsaws working nearby. Et même le son d'une tronçonneuse de forestier. Donc lui, c'est vraiment très impressionnant et c'est aussi pour séduire les femelles. Même le même principe, plus il imite à la perfection quelque chose, peu importe, un chant d'oiseau, un objet, peu importe, plus ça attire de femelles et plus le nombre d'imitations dont il est capable de faire, ça va aussi attirer plus de femelles. Mais il y a aussi une autre utilité à imiter d'autres espèces. Ça va être de voler la nourriture. Du coup, Vincent, tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Donc oui, ça sert aussi à voler de la nourriture à d'autres espèces.
Donc, par exemple, comme avec le drongo, qui est le drongo à raquette, qui est une espèce d'oiseau, qui va imiter une cinquantaine d'espèces animales en Afrique, qui va se servir de ça pour voler la nourriture durement trouvée par d'autres espèces. Donc là, on peut passer à la diapo suivante. Donc voilà. Donc là, on voit l'oiseau qui surveille les suricates. Et puis, il va chanter un chant d'alarme euh, de suricates pour Alors leur là, faire par croire qu'il y a un contre, prédateur. là, on Et n'aura que l'image, mais pas le son, hein, cette fois. il va leur voler le, la larve qu'ils avaient capturée. Et ensuite, comme les mercates ne sont pas bêtes, ils vont pas s'y faire avoir à deux fois. Donc, quand le drongo va refaire des chants d'alarme, ils vont pas faire attention. Et donc, le drongo, pour pallier à ça, va imiter le chant d'alarme d'autres espèces, donc par exemple du gnu. Et ce qui va entraîner la fuite des mercates, qui vont penser à un prédateur. Mais en fait, bah, c'était encore le drongo. Et il peut leur voler à nouveau leur proie. Et donc, en fait, il va vraiment être capable de moduler les, les espèces qu'il va imiter pour vraiment tromper les mercates et pouvoir leur substituer leur nourriture très facilement. Je vais vous parler d'un comportement qui est assez courant, qui s'appelle le kleptoparasitisme. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot un peu barbare. Le kleptoparasitisme, ça consiste pour une espèce à voler en fait la nourriture d'une autre espèce pour se sustenter. Donc, par exemple, c'est typique des différentes espèces de labes, comme le lab à longue queue, le grand lab, qui vont harceler les mouettes et les goélands jusqu'à ce que ces derniers lâchent leur proie. Et à ce moment-là, le lab va récupérer la proie et aller s'en nourrir. Mais il y a des kleptoparasitismes un peu plus insidieux et puis qu'on connaît tous. Le cas du coucou gris, donc la femelle va pondre son œuf dans le nid d'une autre espèce. Donc jusque-là, on sait tous. Le poussin va naître. Et puis, une fois, il va être toujours le premier à naître. Et puis, une fois éclos, il va vite exclure tous les autres œufs du nid. Alors, en fait, il a été montré que c'est pas par pure méchanceté qu'il évacue les autres œufs, mais en fait, sa peau est très, très, très sensible et ça le gratte d'avoir des choses qui le touchent. Et en fait, par instinct, pour ne pas avoir cette mauvaise sensation sur la peau, il va enlever tout ce qui peut le gêner dans le nid, et donc les œufs. Et puis ensuite, il va être nourri par les deux parents, qui vont finir par nourrir un poussin bien, bien plus gros qu'eux, comme on voit sur la photo en bas à droite. Mais on peut se poser la question de comment est-ce que les coucous font pour que les parents parasités ne reconnaissent pas les œufs étrangers, finalement, puisque ça serait assez simple pour eux de casser la coquille et puis d'enlever l'œuf et puis de finalement sauver leur nichée. Un petit élément de réponse pour ça. Ouais, Alice, il y Oui, a Pascal et Jacques qui levaient la main. oui. Je vais remettre le micro. Ok, je vous laisse écrire Là, le là, vous message. m'entendez? Ah oui, oui, c'est bon, Oui. on vous entend. C'est par mimétisme. Il surveille le nid avant, je crois, et il pond des œufs qui ressemblent aux œufs des parents, enfin de l'espèce qui a dans le nid dans lequel il a pondu. Alors, oui, c'est en partie ça.
Alors c'est un petit peu plus un petit peu plus compliqué. En fait, donc ben voilà. Là, on voit un nid qui a été parasité par le coucou. Donc on reconnaît, on peut assez aisément nous identifier l'œuf qui devrait provenir du coucou, donc celui vraiment sur la gauche, qui est un peu plus gros, un peu plus clair, mais c'est quand même très très similaire aux autres œufs. Et en fait, chaque femelle de coucou est vraiment spécialisée dans le parasitage d'une seule espèce hôte et elle ne sait produire et du coup elle ne produit des œufs qui ressemblent qu'à cette espèce hôte. Donc par exemple là on peut voir des photos de 4 couples d'œufs coucou oiseaux parasités. Donc on voit toujours que l'œuf de coucou est légèrement plus gros. Mais par exemple, c'est vraiment marquant dans le cas du coucou et de la rousserolle et farvate. Ils sont quand même vraiment très très similaires. Et quand on sait que même chez la même espèce, il peut quand même y avoir quelques variations de taille des œufs, finalement, ça peut être assez difficile pour la femelle de reconnaître un œuf. Et c'est un gros risque finalement d'essayer de retirer un œuf qui ne serait pas complètement similaire à ce qu'elle a pondu. Donc, on voit vraiment que la même espèce est capable de pondre des œufs assez différents. Mais une femelle qu'on va nommer A ne pondra que chez la rousserolle et farvate si elle a commencé à pondre chez la rousserolle et farvate. Jamais on la verra pondre dans le nid de pipi de farlouse, par exemple, puisque son œuf serait bien trop reconnaissable par rapport à cette espèce. Donc, on a aussi, pendant que je vous parle de mots un petit peu barbares, un petit peu compliqués, on a la glottophilie chez les oiseaux. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette maladie-là? Donc, la glottophilie, en fait, c'est le fait d'avoir des accents. Donc, les oiseaux aussi ont des accents selon les régions. Et ça va même au-delà d'un accent chez certaines espèces. Ça peut vraiment devenir des dialectes, de vrais dialectes, que les espèces d'une région les individus d'une région vont comprendre, mais que les individus d'une autre région ne comprendraient pas, puisque les variations dans les motifs des phrases vont être vraiment, vraiment importants. Donc c'est le cas, par exemple, du pinson des arbres. Donc vous pouvez voir que vraiment, on voit donc sur la droite de l'image, on a donc les sonogrammes et on voit vraiment que les phrases musicales, c'est pas du tout les mêmes dessins entre les régions. Donc par exemple entre la région de Cahors et les Landes, c'est quand même complètement différent. Pareil de même pour entre les Cévennes ou la Montagne Noire, on va avoir des phrasés de chants qui vont être très très différentes, à tel point que quand on met un individu, par exemple des Cévennes, dans la Montagne Noire, ils vont pas se reconnaître et ils ne pourront pas se reproduire ensemble. Donc là, ouais, voilà. Donc là, tout ce qu'on entend, ça va être le chant de la même espèce finalement, du pinson des arbres, mais vraiment qu'on voit que c'est assez différent entre les régions. Les trilles ne vont pas être au même endroit, elles vont avoir des sonorités assez différentes. Là, on a une espèce de doigt pinson qui est assez... Donc voilà, bon, tu peux passer à la diapo suivante. Et du coup, en fait, il y a eu des études de fait évidemment là-dessus parce que ça a intrigué quand même pas mal.
Et donc, on a découvert que le chant était appris pendant la première année de vie. Donc, c'est pas quelque chose qui est inné. Ces différences d'accent n'avaient pas de continuité géographique. Vraiment, les populations qui étaient très proches les unes des autres pouvaient avoir des accents tellement différents qu'ils ne se comprenaient pas. Et on n'a pas encore d'explication vraiment définie pour ce phénomène. Il y a des pistes sur le fait que le milieu de vie pourrait entraîner donc ces variations, puisque ça serait pour que le chant se diffuse plus loin, le plus loin possible, et donc il n'y aurait pas les mêmes besoins dans un milieu forestier ou dans un milieu plutôt de prairie. Voilà, ça va être ou un milieu de forêt conifère ou milieu de feuillus qui va pas avoir la même densité. Donc voilà, on a pensé à ça. Ils ont pensé aussi à de la sélection locale, en fait. Finalement, des populations qui sont assez enclavées et qui se reproduisent beaucoup entre elles, et du coup, des variations dans leur champ vont apparaître. Et comme ils se reproduisent entre eux, ne parlent, entre guillemets, qu'entre eux, les variations vont s'amplifier et vont vraiment devenir des dialectes. Voilà. Donc ça, pour l'instant, il n'y a pas d'explication réellement trouvée. Voilà, il y a ces pistes-là. Peut-être un jour on saura. Mais c'est assez intriguant. Et puis vous pourrez faire gaffe. Alors on peut changer de diapo. Donc on peut aussi faire gaffe à ça chez d'autres espèces. C'est assez. Moi je me suis déjà fait avoir avec la mésange bleue. Je l'ai pas notée là, mais parce qu'elle n'est pas dans les plus connues. Mais quand je travaillais avant, j'étais au CNRS en Ariège, et donc je travaillais sur les mésanges bleues et les mésanges charbonnières. Et en revenant à Dijon, je me suis fait avoir parce que j'entendais un chant qui ressemblait beaucoup à un chant de mésanges bleues, mais il y avait quand même des différences, et du coup, je me demandais si c'était vraiment de la mésange bleue ou une autre mésange comme de la mésange nonnette, que je connaissais assez peu le chant. Et en fait, j'ai vu l'individu chanter, et c'était bien une mésange bleue, mais elle n'avait pas du tout les mêmes syllabes dans le chant. Et donc, on peut trouver ça aussi chez le troglodyte mignon, qui va avoir des différences très marquées entre les populations corses et les populations bretonnes. On a ça aussi chez la fauvette à tête noire, qui a un chant plus court dans les Yvelines qu'en Seine-et-Marne, par exemple. Pourtant, c'est pas très loin. La fauvette grisette, qui a un chant 4 à 5 fois plus long en Lozère que dans d'autres régions de France. Les mésanges charbonnières, qui peuvent avoir des chants plus aigus en ville qu'à la campagne. Alors ça a une explication probable, justement, de fait du milieu en ville qui est plus bruyant, et donc elles ont besoin d'avoir un chant qui porte plus loin, et donc elles utilisent des chants plus aigus. Et puis aussi, donc chez le pic vert, qui a un chant plus rapide et plus aigu en altitude qu'en plaine. Donc ça, pareil, on n'a pas vraiment d'explication, à part voilà, peut-être aussi cette différence de milieu qui fait que le son ne porte pas de la même manière, et donc n'a pas les mêmes besoins pour être entendu loin. Voilà, donc on peut passer à la diapo suivante. Donc, je ne sais pas, vous avez peut-être déjà vu des oiseaux se poser comme ça, à plat, au sol, les ailes écartées, vraiment aplaties contre le sol. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'ils font et pourquoi ils font ça? Alors, il y a Anne qui demande s'ils cherchent de la fraîcheur. C'est possible. Alors, Et non. Non, ils pourraient, mais non, dans ce cas-là, c'est pas ça. Daniel et Philippe se demandent si c'est pour tuer leurs parasites. Léo propose un bain de soleil pour Alors, c'est pas un bain de éliminer les soleil. parasites de l'hiver. Non, Aurore, c'est pas un bain qui est de en train soleil, ça a d'écrire. un rapport avec les parasites, oui. Alors, Aurore propose faire semblant d'être blessé pour détourner l'attention des prédateurs. Entre parenthèses, protéger les petits. Et c'est Xavier, et pas Aurore, qui écrit. Alors, non, c'est pas ça, pas du tout. Donc, c'est plutôt pour les parasites. En fait, c'est un comportement qu'on appelle le formiquage. Donc, je vais vous laisser déjà regarder la petite vidéo.
Donc en fait, les oiseaux vont faire des bains de fourmis parce que donc on le voit, elles émettent des jets assez forts d'acide formique et donc ça va complètement imprégner les plumes de l'oiseau. Et donc l'acide formique a des propriétés insecticides, fongicides et bactéricides. Et donc ça aide l'oiseau à se débarrasser des parasites et puis des restes de nourriture, des salissures, des souillures qu'il peut avoir dans son plumage. Donc là, on a le cas d'un choucas qui vient enquiquiner une fourmilière. Donc là, on voit bien ouais, les jets d'acide formique. Vraiment, ça les énerve, les fourmis. Elles défendent leur fourmilière. Et l'oiseau, lui, il profite de ça pour s'enduire les plumes d'acide formique. Et une fois fini, il s'en va. Et avec un petit peu de chance, il a quelques fourmis qui restent accrochées aux pattes et ça lui fait son petit casse-croûte. Donc c'est une technique qui est utilisée par de nombreuses espèces comme les étourneaux, les pies bavardes, les geais, les merles noirs, les grives musiciennes, les grives draines. Donc ça les aide vraiment à se débarrasser des parasites et voilà, des petits restes de nourriture qu'ils peuvent avoir dans le plumage et avoir un plumage impeccable. Donc on arrive à la fin de cette présentation. Je voulais terminer avec quelques petits chiffres assez impressionnants sur les capacités des oiseaux. Donc je ne sais pas si vous avez une idée du temps de vol du martinet. Combien de temps il peut voler sans se poser, du martinet noir? Margot propose 10 ans. Daniel et Philippe, ils 10 ans? disent qu'ils ne se posent pas. Mathis propose 2 ans. Pascal et Jacques proposent plusieurs jours, ainsi que Claire. Plusieurs jours aussi. Alors, le bon chiffre, c'est 10 mois. Il va passer 10 mois sans se poser. Il va dormir en volant, il va se nourrir en volant, il va tout faire en volant, sauf la reproduction, en fait. Il est obligé de se poser pour se reproduire, pour pondre ses œufs et les incuber. C'est le seul moment où on peut le voir poser. Et il s'agit d'un juvénile qui n'est pas encore mature tout de suite, dès la première année, Oui, oui, du coup, ça il peut peut durer voler plus plus longtemps. longtemps. Oui, oui, oui. Oui, oui. En fait, la première fois où il va se poser, ça sera pour se reproduire. À partir du moment où il s'envole du nid, la première fois où il se posera ensuite, ça sera pour la reproduction. Voilà. Donc plutôt 10 mois pour les adultes Oui, c'est ça, reproducteurs 10 mois pour les et adultes et peut-être 1 an et demi pour les juvéniles. ouais, comme proposait Mathis. D'accord, Oui, c'est super. ça. Et donc, deuxième chiffre, quelqu'un a une idée de la vitesse en vol, enfin les pics les pointes de vitesse du faucon pèlerin? Alors, Aurore propose 350 km/h, j'imagine. Ou, ou Xavier propose, je ne sais pas. Mathis propose 320 km/h. Daniel et Philippe 250 km/h. Qui dit mieux, qui dit moins. Alors, on n'est pas loin dans la réalité des faits. Alors, ces pointes de vitesse, quand ils font sur ces proies, en moyenne, elles sont à 186 km/h. Mais il a été enregistré en 2005 par la National Geographic Society une pointe de vitesse à 389 km/h d'un faucon pèlerin pendant qu'il fondait sur sa proie. Donc, chapeau le faucon. C'est rapide. Et ouille pour l'animal qui se trouvait en dessous. Et Je ouais, à pense. mon avis, ouais, il n'a pas dû voir venir sa fin, la pauvre bête. Une idée du nombre de plumes du cygne chanteur? Alors ça, Haha. déjà pour un oiseau normal, j'en ai aucune idée. Déjà, plus l'oiseau est gros, plus il y a de plumes. Ouais, je dirais dans les 5000. Tiens, Petit c'est chiffre. parti, petit chiffre. Ok, ça aide. Alors, Aurore ou Xavier propose 100 000. Oh, c'est un Léo peu beaucoup. dit qu'il l'a lu pour sa conférence, mais il a zappé. Daniel et Philippe proposent 7 000. Pascal et Jacques se posent la question. Ils n'ont pas de proposition à proposer. Léo, 50 000.
Pascal Jacques, 10 000. Eh ben, 20 000 plumes, c'est le nom, Ah ouais. voilà, il a 20 000 plumes sur lui, le cygne chanteur. Contre, par exemple, 940 plumes chez le colibri à gorge de rubis. Beaucoup moins chez un colibri que chez un cygne. Et une idée du nombre de battements d'ailes par minute du colibri, en moyenne d'un colibri, En avançant ou en reculant? en surplace. Sur place. Xavier propose 500 battements par minute. Petit. 2000 par Un peu Pascal plus. Jacques. Léo propose 5000. Un peu moins. En fait, le colibri, en moyenne, il va battre à 80, il va faire 80 battements d'ailes par seconde. Et donc, on arrive à peu près 4800 battements d'ailes par minute. Donc, c'est assez impressionnant la vitesse de battement que peut avoir ce petit oiseau. Et malgré ça, l'appareil photo a réussi à avoir des ailes nettes en prenant sa photo. Il Eh devait y avoir ben une oui, bonne lumière. gros coup de bol. Non, après, il ralentit au moment où il arrive devant une fleur, donc peut-être à ce moment-là, ils ont réussi à... Peut-être puis il était plus qu'à 2000 battements par minute, et donc beaucoup plus simple de prendre une photo. Et donc, eh bien, je vous remercie de votre attention, et je vous remercie d'avoir écouté ma conférence. Je vous laisse avec une petite vidéo pour vous montrer que tous les comportements ne sont pas explicables et les oiseaux aussi aiment s'amuser. Voilà. Merci beaucoup. Merci Alice. Merci à tous. Euh, du coup, bon, tout en gardant cette petite vidéo qui est assez curieuse, euh, on va peut-être passer un temps s'il y a des questions, des remarques. Voilà, Alice est à votre écoute. Alors, tu as des remerciements. Hein. Un grand merci. C'était super. Bravo. Tu as encore le diaporama au plein écran. Ouais, je reviens à la... Ouais, tu peux retirer le partage. Ça sera plus simple pour D'accord. nous. Voilà. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, merci à vous tous. Et puis bonne soirée. Non, Étienne, les pinsons m'ont rendu rôle paléaire. Désolée. Merci beaucoup Alice, merci à tous. Merci. Tu nous fais une prochaine conférence sur les mystères des amphibiens ou des reptiles? Ça serait pas mal. Ça serait pas mal, ouais, je verrai si j'ai le temps de fouiller pour trouver du contenu. En tout cas, merci. Hein. Moi, j'ai appris encore des choses dans Ah tout bah, ça. Alors, donc, du coup, donc, je reprécise à tous les participants, en les remerciant, que donc, cette visioconférence a été filmée. Bon, on va retirer les petites parties techniques qui étaient un petit peu difficiles, mais ouais. du coup, la vidéo dans son ensemble sera donc mise en ligne prochainement, dans les quelques jours qui arrivent, donc sur la chaîne YouTube de la LPO France, et on précisera à tous les adhérents, en tout cas, qui reçoivent la lettre d'information quand elle sera mise en ligne, et puis vous aurez le lien direct. De cette façon, on le D'accord. mettra aussi sur l'agenda, là où il y a, du coup, vous avez vu l'information, on le reprécisera pour pouvoir accéder, et il y aura un petit espace de commentaires si vous avez besoin d'autres questions. Donc, D'accord. n'hésitez pas, du coup, si vous avez d'autres demandes ou autres, vous avez l'adresse de la LPO à pfc@lpo.fr. Et puis, n'hésitez pas non plus à aller sur notre agenda nature sur le site de la LPO Bourgogne-Franche-Comté pour accéder à voir tout plein de sorties, conférences et autres qui ont lieu toute l'année sur la Bourgogne-Franche-Comté. Alice, tu as peut-être une... Notamment une petite sortie Voilà, dimanche prochain, un dimanche qui arrive, dimanche matin, oui, sur les utilités des plantes que l'on croise tous les jours en balade. Donc d'accord.
Côté Tu as un lieu? comestible, tinctorial, médicinal. Voilà. Ouais, ça a l'air super. Est-ce que tu as un lieu de rendez-vous à nous proposer? Ou un horaire? Ou ça, on le Euh, mettra dans l'agenda? on le mettra dans l'agenda. Ou, enfin, D'accord, alors pour le lieu de rendez-vous, ça sera une balade euh, dans les jardins à côté du lac Kyr. d'accord, super. Voilà. Bon, on a hâte. Merci, merci beaucoup. Merci Alice, Merci merci à à vous. tous. Bonne soirée à tout le monde. Bonne À soirée. bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.